Il était une fois une princesse. En fait, il était une fois plusieurs princesses. Vous avez probablement entendu leurs histoires. Les princesses qui étaient enfermées dans des tours ou qui avaient de méchants beaux-parents. Celles qui embrassaient des grenouilles, apprivoisaient des bêtes ou étaient secrètement des sirènes, vous savez, ces princesses-là. Cette histoire raconte ce qui arrive à ces princesses lorsqu'elles se retrouvent dans un tout nouveau monde où de nouveaux dangers les guettent à chaque coin de rue. Un monde de dragons, de monstres, de sorciers et d'effrayantes choses sombres qui se cachent dans d'effrayants lieux sombres. Heureusement, elles entament cette aventure en étant particulièrement bien équipées pour relever les défis qui les attendent. Elles ont leur détermination, leur grâce et leur esprit. Le genre de force intérieure que seules les princesses possèdent. Munies d'un panier de friandises et d'un don spécial offert par leur marraine féerique, elles aiguisent leurs épées, allument leurs torches, polissent leurs pantoufles de verre et partent ensemble à l'assaut des donjons les plus sombres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif et gate opening qui parle de jeux de rôle sans y jouer et n'écoute pas les Jean-Michel réalistes puisque nous sommes bien trop occupés à parcourir des donjons avec de jolies couronnes sur la tête. Comment vas-tu, Alice ? Ça va, je suis un petit peu ballonné parce que j'ai trop mangé ce soir. Problème de bourge, je sais, mais bon, on a les problèmes qu'on a. C'est ça. À part ça, sinon, la chaleur, toujours. Deuxième épisode caniculaire en un seul été, ça commence à être chaud, hein, voilà. Moi, j'ai de la chance, parce que dès demain, ils annoncent une baisse des températures sur Marseille avec de l'orage, a priori, donc je croise les doigts. Bon, écoute, moi, avec mon père, de toute façon, on va s'expatrier quelques jours en Bretagne, on va voir ce que ça donne. C'est un bon plan. À part ça, quoi de beau À part ça, en ce mois d'août? un petit retard sur ma préparation, enfin sur ma découverte du jeu du mois prochain. Il va falloir que j'excelle un petit peu là-dessus. Mais je suis assez confiante parce que de toute façon, il y a un scénario clé en main dans le manuel. Ça devrait le faire. Oh, c'est bien ça. Sinon, pas grande nouveauté d'un point de vue holistique. Moins de découvertes ces derniers mois par rapport aux dernières fois. Mais c'est l'été, hein. Tout marche un petit peu au ralenti toujours. Ça dépend pour qui. Oui, en moyenne, en règle générale. Et toi, du coup ? Moi, je ne disais pas ça innocemment, parce que moi, il se passe pas mal de choses de mon côté. Bon, j'étais en congé, c'est le dernier jour de mes congés, je reprends le travail demain, donc je suis un petit peu triste pour tout te dire. Mais ça m'a permis de faire une avancée majeure dans l'écriture de mon jeu de rôle, donc 2 Adelphes. Comme quoi, d'en avoir parlé chez Osium, ça a payé. Là, j'ai un prototype jouable du jeu. Bon, je l'ai pas encore testé, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Et ça tombe bien, c'est aussi ça qui m'a motivé, puisque fin septembre, je serai au Salon du Jeu à Marseille, et si les circonstances s'y prêtent, je pourrais même le présenter, donc ça c'est plutôt cool. C'est sûr. Sinon, j'ai aussi profité de mes congés pour lire une série de romans qui est merveilleuse, et dont honnêtement je vais préparer un épisode hors série, probablement qui sortira dans les jours qui suivent la sortie de cet épisode. En tous les cas, pour voir régulièrement des commentaires de ta part attestant de ta progression, ça a l'air de bien te plaire en tous les cas. Ça a l'air d'être très bien. Oui, donc c'est bon. Donc je parle de Dungeon Crawler Carl, mais j'en parlerai plus en détail dans un épisode hors série qui sera dédié, puisque c'est de la RPG lit, donc de la littérature RPG, on va dire. Je vais pas prendre le risque de traduire un jeu de rôle. Et donc, on en parlera, du coup ça a tout à fait sa place dans le podcast. Même si, dans le hors série, on peut parler d'un peu ce qu'on veut, on s'en fout. C'est un peu le principe des hors-séries, tu me diras.
Et bah ouais, il y a 3 volumes qui sont sortis, je les ai dévorés en 2-3 semaines. Là, j'ai lu 1500 pages, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Alors bon, bah voilà, honte sur moi, parce qu'avant j'étais une très grande lectrice, mais ça fait un petit moment que j'arrivais plus à lire. Bah, j'ai eu un sacré déblocage. Mais bon, on en parlera plus tard, dans un autre épisode. Par contre, il y a quelque chose d'important dont je voudrais parler, et bon, toi tu le connais déjà aussi, hein, c'est qu'il y a eu une pétition qui est sortie sur Ludovox, contre la sortie du jeu Codenames Harry Potter, qui était fait par Czech Games Editions et Yellow, vous savez, la maison d'édition de jeux de société Yellow. Donc, bah, je mettrai le lien, bien sûr, de la pétition en description. Alors, si je puis me permettre, c'était une tribune et non pas une pétition. C'était une tribune, oui, c'est vrai, mais tu as raison. Pas tout à fait pareil pour le coup, mais... Oui, mais comme nous sommes signataires, tu vois, je suis resté un peu sur le truc, mais tu as absolument raison, c'est une tribune. Mais merci beaucoup de m'avoir corrigé. Pour revenir sur le contenu de cette tribune, et donc pas pétition, bien sûr, eh bien, il y a donc Czech Games Editions qui a sorti un jeu Codenames Harry Potter. Codenames, c'est un jeu qui a déjà son petit succès, qui se trouve assez facilement et auquel moi personnellement je crois pas avoir joué, donc je pourrais pas en parler des masses, mais là c'est un reskin Harry Potter du jeu, alors ça change tout. Pour le coup, voilà, je veux dire, personnellement, c'est un jeu de société que j'aimais beaucoup en plus, personnellement. Donc, j'aime beaucoup son concept, donc ça m'avait tout de suite fait tilt. Pour le coup, personnellement, j'ai joué. Effectivement, c'est très sympa, mais effectivement, ça m'étonne pas, ces genres de jeux qui se déclinent très facilement sous plein de licences possibles imaginables. Monopoly, on te regarde. Sauf que c'est plus pertinent pour le Codename, mais voilà quoi. C'est le genre de truc qui est très décliné à l'infini ou presque. Ouais. Bon, en gros, le contenu de cette tribune, c'était de dire que faire un jeu Harry Potter en 2025, après tout ce qui s'est passé, et notamment la réaction de J.K. Rowling à la décision de l'équivalent de la Cour suprême du Royaume-Uni, dont le nom me revient pas tout de suite, vous me corrigerez dans les commentaires, ça fera de l'engagement, très bien, merci. Toujours est-il que cette décision donc de justice majeure du Royaume-Uni interdit un certain nombre de choses, en gros, en fait, voilà, ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, on n'est pas là pour faire de la vulga, il y a des gens qui font ça mieux que nous, mais bon, c'est quand même important d'en parler puisque c'est le contenu de cette tribune. C'est que, on ne reconnaît plus, en fait, la transition de genre, et donc on est systématiquement, au Royaume-Uni, ramené au genre qu'on a à la naissance. Et donc, s'ensuit tous les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes médicaux, ou même des problèmes, on va dire, un peu plus triviaux, je mets beaucoup de guillemets à triviaux, mais d'accès aux toilettes. Donc, de ce fait, il y a cette tribune qui a été lancée pour dire, c'est peut-être pas une très bonne idée en 2025, et notamment après ça. Il y a eu d'autres coups d'éclat de Rowling, mais là, c'est quand même assez massif, assez remarquable. Disons que vu qu'elle est en progression constante dans le pire du pire, suffit à chaque fois de prendre le dernier élément en date, puis ce sera le pire qu'elle ait fait, vu qu'elle progresse toujours en continu. Donc, c'est tout à fait vrai, oui. Un peu la définition de « à toucher le fond, mais creuse encore ». Ah oui, là, je pense que ça s'applique très très bien. Merci de cette belle image. Et notamment, elle a mis en place un fonds, c'est-à-dire vraiment, elle a affirmé, c'est une partie des revenus d'Harry Potter, maintenant c'est officiel, c'est systématique, quoi. Une partie des revenus de la propriété intellectuelle Harry Potter, et donc tous les dérivés, dont éventuellement des jeux vidéo, des jeux de société, des séries HBO, tout ce que vous voulez, tout à fait au hasard, sont reversés à des associations de lutte contre les droits des trans. Donc nous sommes signataires de la pétition avec extrêmement de beau monde et aussi des organismes même, l'association des ludothèques de France notamment, moi j'ai été très agréablement surprise de les voir signataires de ça. Il y en avait 2 autres qui m'avaient marqué, c'était l'association des barrageux, et il y a un autre truc, c'est pas l'association, je suis désolé, parce que j'aurais dû prendre des notes là-dessus, je ne l'ai pas fait, mais c'est le regroupement des auteurs de jeux. Bon, sachant qu'on sait que la plupart des auteurs de jeux sont des gros gauchistes comme nous, bien sûr, mais le fait qu'ils signent en tant que... Alors, je sais que c'est pas association, c'est pas AAJ, mais bon, j'ai plus l'acronyme en tête, mais en tant que groupe, en tant qu'association, en tant qu'organisme, je trouve que c'est vraiment tout à fait appréciable. Puisque, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais la tribune disait, en fait, en publiant un jeu comme ça, on envoie un message aux personnes trans, comme quoi elles ne sont pas les bienvenues sur les tables de jeux de société. D'où le fait qu'il puisse y avoir aussi cette réaction-là, c'était tourné de façon plutôt maligne. Enfin voilà. Ouais, et d'ailleurs, sur une note plus légère, je trouve ça très sympa de voir, vu qu'on n'est pas encore beaucoup sur le Discord, mais il n'y en a pas tant que ça,
qu'il y a une proportion très importante des membres du Discord actuellement qui sont signataires de cette tribune. C'est-à-dire qu'en même temps, puisqu'ils nous écoutent et qu'ils sont venus sur le Discord, ce sont a priori pas des gros transphobes. Non, mais 100% des personnes concernées ne sont pas... Enfin, concernées ou sensibles, tu vois, n'ont pas signé cette tribune non plus, tu vois. C'est vrai. Bon, après, attention, il y a des gens qui ne l'ont pas signé parce qu'ils ne l'ont pas vu à temps, parce qu'ils ne sont pas pris à temps, parce qu'ils avaient peur des représailles aussi, éventuellement. Les personnalités publiques peuvent tout à fait subir des représailles de ce genre de choses. C'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même non négligeable de le signifier, quoi. Bien sûr. Mais donc, si vous êtes quelqu'un de bien et de pas transphobe, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. Je suis rabatteuse aujourd'hui. Bon, avant d'attaquer les indices, on va parler encore d'une dernière chose, puisque nous avons été contactés par Tollcraft, qui nous demandait si on serait intéressé pour parler de son projet de scénario, La licorne d'abondance. Il nous a donc envoyé la documentation, parce que je lui ai dit, oui, ça nous intéresse, on verra bien, quoi. Donc j'ai pris le temps de lire tout ça, et bon, le projet a l'air sympa. J'en profite quand même, pour préciser que c'est absolument pas une opération commerciale. On a décidé d'en parler parce que ça peut en intéresser parmi vous. Nous, on ne retire rien de particulier à le faire, si ce n'est, avec notre audience, mettre un petit coup de projecteur sur un projet qui peut être sympa. 2 mots quand même sur qu'est-ce que c'est que ce scénario, La licorne d'abondance. C'est Kaetor qui a eu l'idée initiale de faire un scénario qui n'était pas linéaire, qui pouvait se faire un peu dans tous les sens et de toutes les manières possibles. Et donc c'est quelque chose qu'a parlé à Tollcraft, qui est allé le voir, qui lui a fait « Ok, on bosse ensemble ». Et j'imagine qu'ils étaient satisfaits du résultat, puisqu'ils ont décidé de faire un financement participatif pour pouvoir s'offrir les services de Gogots, qu'on connaît bien, si on écoute 3 trolls. Le scénario se passe dans un contexte medfan, en même temps il y a une licorne, donc a priori ça va avec. Oh, pas forcément. Oui, c'est vrai, ça pourrait être le secret de la licorne, Tintin, tout ça, on n'en sait rien. Il n'y a pas de système à titrer. On peut le faire jouer avec Donjons et Dragons, on peut le faire jouer avec n'importe quel jeu OSR. C'est la promesse de vente, on va dire, du truc. Moi, je pense même qu'on peut le faire complètement en freeform, puisque notamment, il n'est pas prévu qu'il y ait beaucoup de combats, sauf si les PJ cherchent vraiment la bagarre. Donc, on peut très bien imaginer que ça se fasse sans système. Et en quelques mots, parce qu'on connaît vraiment très très peu de choses en fait dessus à l'heure actuelle, mais en quelques mots, donc près d'un village qui s'appelle Abondance, il y a certaines personnes qui disent avoir vu une licorne. Donc la licorne d'abondance, c'est bon, on a le titre, tout va bien. Et ça attire pas mal de monde. Moi, je suis un peu curieuse de ce côté très modulaire du scénario, c'est plus ça qui m'intéresse que le setting en lui-même. Parce que faut aimer le genre après, si la fantasy c'est pas votre truc, c'est peut-être pas la peine, quoi. Ouais. Sachez en tout cas que le financement participatif démarre le 22 septembre, donc vous avez un petit mois si vous écoutez cet épisode quand il sort, et il s'arrête le 15 octobre, donc on vous en reparlera rapidement dans l'épisode qui sortira le 25 septembre. Il y a un truc d'ailleurs que je veux rajouter, parce que je cite des noms comme ça, mais Kaetor, j'avoue, je ne le connais pas. Mais Tollcraft, c'est quelqu'un qui a gagné pas mal de concours de scénario, notamment le défi 3 fois forgé. Oui. Mais aussi, je crois que c'est aux Utopiales, mais je dis peut-être des bêtises. Il y a des concours de scénario, c'est peut-être pas les Utopiales. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. Bon. En tout cas, il a gagné plusieurs fois le défi 3 fois forgé, donc vous regarderez, c'est Places to Go, People to Be qui organise ça, c'est un concours de création de jeux de rôle, et l'idée c'est de faire une première mouture d'un truc qu'on va refiler à quelqu'un d'autre, qui va le prendre, qui va devoir l'enrichir pour faire autre chose, enfin en fait reprendre ce qui lui plaît dans ce prototype / crash test de jeu, quoi, faire quelque chose de plus long, et qui va le refiler à une 3e personne qui va donc récupérer tout ou partie de cet embryon de jeu pour en faire un jeu encore plus abouti. Et donc c'est pour ça 3 fois forgé, puisqu'on crée 3 jeux, quoi, en fait. Un prototype, on va dire, un embryon et un jeu un peu plus étoffé. Tollcraft en a remporté quelques-uns de ces concours-là. Et il se lance dans l'édition, et c'est son premier projet en tant qu'éditeur, en fait. C'est aussi pour ça qu'il a contacté pas mal de monde. Ma petite oreillette m'a laissé comprendre que Airwick de Jeux de rôle en mode facile avait peut-être aussi été contacté pour ça. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'ai l'impression, parce qu'il m'a posé la question, enfin il nous a posé la question, pardon, je ne veux pas tirer toute la couverture sur moi, il nous a posé la question sur le Discord, tu as ta réponse Airwick, oui on a été contacté, on a dit bon, ma foi pourquoi pas. Bon, on va passer aux indices, et donc en l'occurrence à la question.
question qui était, donc je rappelle aussi qu'elle était sur le Discord depuis le 18 du mois, l'épisode sort le 25, et donc la question est, si tu pouvais être une princesse, quelle qu'elle soit, qui est-ce que tu serais? Si tu me permets, j'en citer 2. Eh bien moi aussi, je t'ai vu venir. Sachant que du coup, je m'arrête à je considère que ce personnage-là est une princesse à partir du moment où elle a été une princesse à un moment de ton histoire. Pas vraiment besoin de le rester jusqu'à la fin. On se demande de qui je vais parler. Le premier exemple qui vient, évidemment, c'est Elsa de la série des films Frozen ou de Disney. Ça alors, La version de Disney. j'aurais pas cru. Hein, voilà. Ça étonne tout le monde. Mais parce que voilà, le message le fait d'être soi-même, d'exprimer ce qu'on a en soi. Enfin, il y a ça, il y a 3 éléments. Il y a ça, il y a le fait aussi que narrativement, j'adore la progression qu'il y a eu pour l'instant sur les 2 films, parce qu'on sait qu'il va y avoir une suite. Mais déjà, sur les 2 films, j'adore la progression parce qu'il y a une première libération et on s'en arrête là à la fin du premier film. Mais au 2e film, on se rend compte que ouais, mais c'est pas suffisant. Et je trouve ça très intéressant en vrai. Ouais. Et puis le 3e truc, c'est que, alors, je parle au-delà de Frozen, parce que le premier Frozen, c'était 2012, dans ces eaux-là. Ouais, je crois que c'est 2012. Moi, à partir de 2008 et quelques, à peu près, hein, jusqu'à maintenant, j'ai eu une progression où je me suis rendu compte petit à petit d'à quel point j'appréciais la glace en termes de force élémentaire, c'est dans la fiction, dans les RPG, tout ça. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours sur l'herbe, j'étais toujours là. Mais en vrai, plus ça, je me rends compte que sans le savoir, j'ai toujours beaucoup apprécié cette thématique-là. Donc en vrai, ça tombe plutôt bien pour Elsa. J'avoue. Ça tombe bien. Bah, vu qu'on a 2 chacun, est-ce que tu veux pas en dire une toi et qu'on croise comme ça? Non, Dis les 2. je préfère que tu enchaînes tes Les 2? 2. Vas-y, Ok. moi, ça va très vite, hein, de toute Ouais. façon. Donc, Et la 2e, pour le coup, je change totalement de... Enfin, j'allais dire, je change totalement de boîte, mais non, parce que c'est Disney aussi, parce que Disney moi aussi, c'est 2 Disney pour a la racheté absolument tout le paysage culturel, c'est infernal. Si on part du rachat, du principe que Disney a racheté tout et que donc tout est Disney et que donc tous les personnages de toutes les séries sont potentiellement des princesses Disney, il faut que je rajoute le docteur Frankenfurter de Rocky Horror Picture Show. Non, mais là, c'est parce que je vais partir sur les comics Marvel, si tu veux. Donc, on change totalement, mais en vrai, c'est Disney. Ah oui, ok. Ouais. Non, je partirais sur Princesse Shuri, la sœur de Black Panther, de T'Challa, qui est une princesse, et qui est dans cette collection de personnages suprêmement intelligents de l'univers de Marvel, notamment une ingénieure de talent. Et voilà, je trouve que c'est un personnage de femme forte assez sympathique, et une princesse en l'occurrence. Et puis surtout, ça change de Disney. Tu vois, c'est un autre style de princesse, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui est en arrière-plan, parce que ça reste quelque chose qui est présent à sa place dans la famille royale wakandienne, bien sûr. Mais voilà, ça ouvre un autre style de princesse. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que je me suis enfermé toute seule dans mon piège. Effectivement, j'ai dit princesse et je suis resté dans les princesses Disney. J'ai pas ouvert un peu plus les portes comme tu l'as fait. Mais c'est pas grave, parce que c'est rigolo, en fait. Tu vas voir. Donc moi, je dirais Ariel, donc la petite sirène, parce que, franchement, avoir une pièce entière dédiée à son intérêt spécifique, c'est quand même la classe. Moi, j'aimerais vraiment avoir une pièce entière juste avec du jeu de rôle dedans. Ouais. Bon, il y a aussi cette histoire de se transformer en humaine, ouais, bon, il paraît... D'ailleurs, ça ne m'empêche pas de conchier l'observatoire de la petite sirène au passage, hein, ce truc pue la transphobie jusqu'au dernier degré, donc voilà, c'est dit, voilà, la petite balle perdue, elle est pas si perdue que ça. De toute façon, Disney pue la transphobie et l'homophobie de toute manière. Hein. Oui, voilà, mais bon. Et ça va pas en s'améliorant du tout. Il y a des petits sursauts, quoi, de temps en temps. Non. Les sursauts, c'est qu'il y a des créateurs et des créatrices qui arrivent à gagner leur bras de fer. Mais dans l'ensemble, leur politique et leur pression est plus importante, universellement. Bah oui, puisqu'ils veulent s'exporter en Chine, en fait, tout simplement. Et puis il y a ça, et puis ils vont aussi... c'est des girouettes aussi, ils vont là où va le vent. Et le vent aux États-Unis, actuellement, ça reste une boîte états-unienne. Ah bah oui, ça c'est sûr. Il y a ça aussi, quoi. Sinon, peut-être Vaiana, parce que c'est quand même giga cool d'être pote avec The Rock et avec Alan Tudyk. Est-ce que c'est une princesse? C'est la fille du chef du village. C'est vrai, oui, c'est la fille du chef, donc oui, ça marche.
C'est la fille d'une figure d'autorité qui est héréditaire. Ouais. Justement, c'est une vanne dans le film où Mm. il dit t'es une princesse. Elle dit bah non, je suis pas une princesse. Il fait mais si, tu pars à l'aventure avec un animal et je sais pas, je sais plus quel est le reste de la réplique, mais voilà. Mm. Et ce qui est drôle, et c'est pour ça que je voulais essayer d'enchaîner un petit peu les deux, c'est que dans un cas comme dans l'autre, j'aime pas la mer, parce que j'ai un peu peur des bestioles qui vivent dedans. Donc c'est complètement stupide de ma part d'avoir choisi ces deux princesses, et du coup c'est marrant. Pour compléter quand même pour Shuri, parce que je vais pas aller beaucoup dans le détail, en plus d'être une ingénieure, c'est quand même aussi une fin stratège, quelque chose que j'aime aussi, et c'est aussi l'un des personnages vegan qu'il y a chez Marvel aussi. C'est peut-être non négligeable à dire dans mon appréciation du personnage. Effectivement. Est-ce que je passe un petit peu aux indices ? Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de un jeu assez récent, bien récent, quoi, parce que il est sorti en version américaine le 18 novembre 2023. C'est un jeu indé, donc américain, comme je viens de le dire, qui a été récemment traduit en français. Quand je dis récemment, c'est en mai 2025. Voire en juin 2025 pour la version physique, mais bon, voilà. Un jeu avec des personnages par défaut féminins, ce qui est quand même assez notable. Et, dernier élément, un jeu OSR ou NSR. Alors j'en parlerai après. Ok, je développerai l'acronyme et je raconterai un petit peu de tout ça après. Au niveau des références pop culture, donc, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Tu vas voir que ça brasse assez large. Je suis resté sur des films plutôt d'animation ou d'aventure, mais je pense qu'on peut peut-être encore éventuellement taper un peu plus large. Je suis sûr que Star Wars pourrait fonctionner, tu vois, dans l'idée. Ouais. Donc moi, j'ai pensé à Rebelle. Bon, je l'ai vu qu'une fois à l'époque, donc peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je pense que Rebelle, ça marche. Je te dirai ça quand tu auras fini d'expliquer le jeu. Mais bien sûr. Mais bon, enfin, de mémoire, moi, je me rappelle qu'elle se laissait pas trop faire et elle tirait pas mal sur des gens avec l'arc. Donc, je pense que ça marche bien. Je pense à Kubo et l'armure magique, Kubo and the Two Strings en anglais, un super film d'animation. Qui est d'ailleurs un bien meilleur titre en original par rapport au titre Complètement. français qui est totalement à côté de la plaque. Comme souvent, malheureusement, mais oui. Je pense, si vous avez un petit peu l'ouïe fine et que vous reconnaissez des mélodies des années 80, puisque j'ai mis la musique dans la mise en bouche, je pense à The Princess Bride. C'est pas moi qui pense, pour la peine, c'est cité dans le manuel, par l'auteur américain. Je pense à La Reine des Neiges, alors pour la peine, pas la version de Disney, la version originale en livre donc d'Andersen. Et je pense au Hobbit. Alors là, on peut prendre les films, on peut prendre le livre. C'est comme on veut. Prenez le livre. C'est comme on veut. Je vais te parler aujourd'hui de Périls et Princesses de Ryan Lynch. Un jeu sorti donc sur Itch.io le 18 novembre 2023, je l'ai déjà dit, et traduit chez nous par la Loutre Rôliste en mai 2025. Évidemment, je vais développer ces deux entités. Bien sûr. Voilà ce que disait la page de la précommande de la Loutre Rôliste de Périls et Princesses à propos de Ryan Lynch. Ryan Lynch est un artiste graphique, un illustrateur et le créateur de Perils and Princesses. Inspiré par le folklore, les illustrations de livres de contes et les récits d'aventures de tout genre, il utilise l'illustration artisanale et la mise en page non conventionnelle pour donner vie au jeu. Lorsqu'il ne joue pas à des jeux de rôle avec ses amis et sa famille, il crée des images de marques, des pochettes d'albums, des emballages et d'autres rêves et projets en tant que Outrider Creative, c'est son nom d'artiste. Alors moi, en creusant un petit peu plus, je suis allé sur le site d'Outrider Creative, je suis remonté un peu jusqu'à lui, j'ai regardé ses réseaux sociaux, enfin, je l'ai stalké, quoi, comme d'hab, quoi. Et j'ai pu découvrir qu'il vivait aux États-Unis, à Chicago précisément, qu'il était le père de 2 enfants, qu'il est Verseau, et qu'il se dit apprenti magicien, donc un type bien, quoi, en fait. Ouais, mais mes recherches personnelles n'ont pas donné tant de résultats que ça, mais il est apprenti magicien, quoi, c'est quand même stylé. Hein. Bah oui, c'est pas rien. Alors c'est bien wizard, hein, c'est pas magicien. Donc voilà, c'est pas un prestidigitateur. Oui. Et donc, avant de me lancer dans l'explication du jeu en lui-même, il faut quand même que je parle de la version française. Je l'ai dit, sa traduction est assurée par la Loutre Rôliste, mais outre le fait que ce soit ma loutre préférée, c'est toujours comme ça que j'en parle en fait, donc je suis obligé de lui rendre hommage à ce moment-là. Qui est cette loutre ? Bonne question, ça. N'est-ce pas ? C'est la première fois qu'on en parle dans l'émission, je crois. Alors, c'est la première fois qu'on en parle, oui et non, c'est-à-dire pas nommément, mais j'ai déjà parlé d'au moins un de leurs jeux.
Oui. Je vais en parler un peu plus tard, c'est pour ça que je ne le mentionne pas tout de suite. Mhm. Donc la Loutre Rôliste, c'est une maison d'édition de jeux de rôle fondée en août 2015. Avant ça, donc la Loutre Rôliste existait déjà à partir de 2014, mais c'était juste une boutique en ligne. C'est Christophe Desnouveaux qui est derrière la Loutre Rôliste, qu'on appelle parfois Monsieur Loutre, et qui est, je cite, une loutre ayant pris forme humaine. Vraiment, je cite. C'est lui-même qui dit ça. Bon, j'ai fait ma petite recherche, voilà, je suis allé voir sur les réseaux sociaux, stalker, machin, vous connaissez la chanson. Et là, j'ai plus d'éléments. C'est un ancien enseignant qui vit à Guégon, donc en Bretagne, donc lui aussi c'est un mec bien du coup. Il est traducteur, relecteur et maquettiste, mais pour la Loutre Rôliste, il s'entoure, puisque, là aussi je vais le citer, la loutre est un animal social et c'est en équipe que l'avenir du jeu de rôle se construit. Belle phrase, je trouve. Oui. Donc il s'entoure d'autres professionnels comme des illustratrices, d'autres maquettistes ou des relectrices. La Loutre Rôliste, donc, c'est pas une seule personne, ce sont plusieurs, et on leur doit notamment le jeu de rôle Black Sad. Alors, ils sont éditeurs, ils ne l'ont pas créé, c'est une maison d'édition. Donc pour Christophe Desnouveaux, c'était une évidence d'éditer un jeu de rôle avec des animaux anthropomorphes quand on s'appelle la Loutre Rôliste. Donc il a tout fait pour pouvoir en être l'éditeur. Mais ils ont aussi édité le jeu de rôle Stalker, ils ont édité, et donc c'est là le jeu de rôle dont on avait déjà parlé, Chronique d'un vampire millénaire, et aussi sa suite spirituelle, Chronique d'une divinité. Un jour je parlerai de ces deux jeux dans un seul épisode. Ils ont édité aussi divers jeux de César Capacle. Alors je sais pas si c'est Capacle ou Capaclé, parce que je pense qu'il est espagnol, mais je suis pas sûr. Lui, j'ai pas fait mes recherches encore sur lui. Mais on lui donne notamment Mélodie pour un meurtre, dont on a discuté nous, il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. Mais d'autres jeux aussi, il a une petite réputation, principalement des jeux solo, mais pas que. Mais la Loutre Rôliste, c'est aussi l'éditeur de Petits Détectives de Monstres et de Petits Pirates, qui sont là deux jeux qui sont destinés aux enfants. Puisque, et ça tombe bien, l'objectif de la Loutre Rôliste, c'est de faire jouer petits et grands. Oui. Voilà, je reviens vite fait sur Périls et Princesses. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'introductions avant que je parle du jeu en lui-même. Là, je suis toujours, en fait, sur la Loutre Rôliste par rapport à Périls et Princesses. Mais on sait que vous aimez ça quand les introductions durent le temps d'un épisode dans notre podcast. C'est vrai. Mais donc, la traduction de Périls et Princesses a été faite à 4 mains. Par Christophe Desnouveaux, comme on aurait pu s'en douter, mais également par Charlotte Desnouveaux. Et donc là, vous me connaissez, petite recherche, réseaux sociaux, Stalker, c'est l'épouse de Christophe Desnouveaux, et elle est en auto-entreprise, elle fait des animations autour du jeu. Voilà, c'est tout, c'est 100% de mes recherches. En même temps, tout le monde n'est pas trouvable sur Internet et c'est heureux. Oui, non mais bien sûr. Alors là, c'est plutôt des articles de journaux, en fait, où j'ai réussi à trouver un petit peu qui c'était, parce qu'effectivement, elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Donc la relecture du texte a été assurée par Lisa Alter ou Alté, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Le jeu est donné pour 10 ans et plus, ce qui, selon le site AuteurNet de la Loutre Rôliste, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, auteur ça veut dire loutre en anglais, ça classe le jeu dans la catégorie JDR pour enfants et ou ados. Et moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir des catégories par âge. Bon, il n'y a que 3 catégories, il y a ados et adultes, donc JDR pour enfants et ou ados, et jeux solo. Mais c'est pas une mauvaise catégorisation des jeux, je trouve. Ça marche, je trouve. Ça marche bien. Ouais, sachant qu'ils n'ont pas non plus un catalogue avec 200 millions de références. Voilà. Sinon, après, oui, tu peux aller spécifier plus par genre ou des choses comme ça, mais pour leur catalogue, c'est vraiment sympa. Une bonne hygiène logistique, c'est de prévoir tes catégories, tes filtres, dès le début, en partant du principe que c'est des filtres et des catégories qui seront pérennes, même quand tu auras une grande base de données. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ce sera toujours pertinent d'avoir ça, mais si tu as 2000 entrées dans chaque truc, il va falloir des filtres supplémentaires, c'est ça que je veux dire, c'est tout ce que je dis. Sûr. Mais là, bon, ils ont... Honnêtement, j'ai pas compté, mais ils doivent avoir une petite vingtaine de références, je dirais, ce qui est pas mal. Là, ouais. Alors, personnellement, je soupçonne, alors là, je peux absolument pas l'affirmer, donc on soit bien d'accord. Là, si on était sur une vidéo YouTube de Titimitl, le subjectivomètre serait très très élevé, d'accord ? Je soupçonne donc que le fait d'être éditeur, en fait, ça pérennise son activité de traducteur. À Christophe Desnouveaux, parce que traducteur, et en particulier dans le milieu du jeu de rôle, c'est assez mal rémunéré. Et bon, je t'apprends pas grand-chose, puisque tu as, il me semble, écouté l'épisode de La Cellule consacré au métier de la traduction, et dont le lien sera évidemment en description. Oui. Et puis... vu que je suis aussi naturellement au fait des déboires de la profession aussi directement, mais
Oui. Effectivement, tu me l'avais envoyé une première fois, puis je l'avais pas écouté parce que je suis mauvais élève et tu me l'avais renvoyé il y a quelques jours ou semaines et là, du coup, je l'ai réécouté. En tout cas, que je me trompe ou que je me trompe pas sur le fait que ça pérennise la traduction, c'est un excellent moyen d'éditer et de traduire des jeux, de permettre la parution à grande échelle de jeux pour lesquels on a eu un coup de cœur mais qui ne disposent pas de version française. D'ailleurs, à tout hasard, une version française de Ten Candles, ça pourrait être sympa. Mais assez parlé de traduction, même si bon, c'est un domaine passionnant, hein, je vais pas te l'apprendre. C'est sûr. Il est temps d'aborder un autre domaine passionnant. Puisque dans Périls et princesses, on va, comme tu t'en doutes, puisque c'est un petit peu écrit dans le titre, incarner des princesses. Et je pense que c'est une assez belle occasion pour développer la question des figures féminines dans le jeu de rôle. Alors c'est un vaste sujet, peut-être un peu casse-gueule aussi, donc je vais sans doute devoir simplifier pas mal certains propos pour que ça ne dure pas 107 heures. Fort heureusement, et peut-être un petit peu de façon originale, j'espère, je ne sais pas, on va pouvoir se reposer sur un autre média qui est récent, et qui a connu une évolution similaire de ce côté-là, à savoir le jeu vidéo. Dans les débuts du média jeu de rôle, et oui, je sais, il y a sûrement un contre-exemple une fois au chalet, c'est vraiment pas le propos, d'accord? Donc il y aura des contre-exemples, il n'y a pas de souci. À chaque fois, à chaque point, vous allez pouvoir me trouver un contre-exemple. Moi je parle de tendance et de généralité. D'ailleurs je vais faire des généralités. Globalement, au début, dans les années 80, les femmes sont soit l'objet de la quête, soit la récompense. La princesse a été enlevée et il faut la sauver. Tiens, comme dans un Zelda ou dans un Mario d'ailleurs. On repense assez facilement à Your Princess is in another castle. Ouais. Occasionnellement, si on a beaucoup de chance, if we're very lucky, pour citer un petit peu Firefly, If we're very, very lucky. c'est une guerrière sexy. Et là, excuse ma vieillesse, mais je vais repenser à la série des jeux d'arcade Golden Axe, que tu ne connais pas, du coup, voilà, c'est normal. Souvent, ces personnages féminins sont la femme de ou la fille de, systématiquement ou presque rattachés à un personnage masculin et privés de libre arbitre. C'est-à-dire que quand la quête, c'est d'aller retrouver la princesse qui a disparu et que son père le roi vous promet sa main en échange, comment dire qu'on considère pas vraiment cette femme comme un individu. C'est un bien qui a une valeur. C'est le père, le personnage. Exactement. La fille, c'est l'objet. Alors, je vais... Advocatus Diaboli, un petit peu. Non, parce que non. Mais à la décharge du jeu de rôle, malgré tout, on est dans un média qui est naissant, qui est composé essentiellement d'hommes adolescents, voire de jeunes adultes. Il est assez évident qu'en mélangeant histoire de chevalerie au sens très très large du terme et fantasme de puissance, on arriverait à ce genre de résultat. À ce sujet, je recommande un épisode de la cellule évidemment, qui s'appelle « Les masculinités dans le jeu de rôle ». Alors c'est un podcast qui dure 4h30, vous êtes prévenus. Je mets un lien en description, comme d'habitude. Et dans cet épisode, plutôt, du podcast, Tiramisu nous raconte sa campagne de D&D de son adolescence. Et croyez-moi, rien que ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais le sujet est passionnant, par contre. Le sujet est vraiment passionnant. Les 4h30, je ne les ai pas vus passer. J'imagine, oui. Pour référence, comme ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Enfin, ça n'a rien à voir avec Tiramisu et sa campagne. Je sais jamais si c'est dans l'œil noir ou dans Rollmaster, mais un de ces géants antiques du jeu de rôle donnait un malus en force au personnage féminin. Je peux pas dire parce que moi, dans mon esprit, pendant longtemps, j'étais persuadé que c'était D&D qui faisait ça. Je ne sais pas. Moi, j'ai joué à la deuxième version de D&D et c'était pas le cas. Maintenant, je sais pas ce qu'il en était avant. Toujours est-il que ce soit l'un ou l'autre, en échange, le personnage féminin avait soit un bonus de dextérité, soit un bonus de charisme. C'est bon, faut pas déconner, quoi. Non, c'est de la merde, faut pas faire ça. Et bon, le jeu vidéo a un petit peu le même écueil, comme je l'ai dit, Zelda, faut retrouver la princesse, Mario, faut retrouver la princesse, Samus, dans Metroid, on sait même pas que c'est une femme, on pense que c'est un robot, mais si on finit le jeu suffisamment vite, on la voit en bikini, donc du coup, ça vaut le coup. Guerrière sexy, donc c'est bon, on coche les cases. Si on va dans ce qu'est l'extérieur, on rappelle que quand est sorti Ocarina of Time, l'une des pubs qui passait à la télé, je crois qu'il passait aux États-Unis, titrait à peu de choses près, est-ce que tu vas avoir la fille ou jouer comme une fille de ce genre? C'est ça, ouais. Très élégant. Et alors justement, voilà, ce que j'allais dire, c'est l'industrie pense son public comme avant tout masculin. De toute façon, le marketing, que ce soit aux États-Unis ou en France, parce que c'est les deux que je fais le plus, dans le domaine du jeu vidéo des années 80 jusqu'aux années 2000, C'était quelque chose.
Waouh! Même les jeux qui sont destinés aux jeunes, tu vois, aux jeunes garçons. Waouh! La pub pour la PS Vita, où c'était une femme avec 2 bustes, dos à dos, quoi, donc 2 paires de seins, quoi, parce qu'il y avait un écran tactile à l'arrière. Derrière. Voilà. Enfin, bon, à ce sujet-là, d'ailleurs, parce que bon, c'est là notamment que j'en avais entendu parler, parce qu'à l'époque, moi, j'avoue que j'avais été assez indifférente à la PS Vita. Il y a le fameux article de Marlard, Sexisme chez les geeks, pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier. Je crois que c'est le titre complet de l'article. En tout cas, il sera en description de l'épisode. Très bon article d'ailleurs. Ouais, excellentissime. Assez douloureux, quand même, à lire. Il faut bien l'encaisser. Peu importe que vous vous identifiez comme homme ou comme femme, c'est difficile à lire, pour peu que vous ayez un minimum d'empathie. Fast forward, donc. Aujourd'hui, je me permets d'avancer pour ne pas faire tout le détail de toutes les décennies, parce que ça va être trop long. Ouais. Aujourd'hui, le média est quand même beaucoup plus mature, un peu à la différence du jeu vidéo, je dirais, qui a du mal à sortir des schémas adolescents. Et là, pour la peine, je vous renvoie au podcast Solus, qui est excellent. Il n'y a que 6 épisodes pour l'instant, on espère qu'il y aura une suite. Et notamment l'épisode 6, qui s'appelle « Les gamers ont-ils peur du cul ?» Mais bon, tout n'est évidemment pas parfait. Et d'ailleurs, si le jeu de rôle est plus mature, c'est grâce aux jeux indépendants, c'est grâce à The Forge, etc. Ce n'est pas vraiment le côté mainstream qui l'a tiré vers un côté plus vertueux, qu'on soit bien d'accord. Même s'il y a des contre-exemples. Et j'en parle un tout petit peu plus tard. Il est admis à peu près partout, et écrit noir sur blanc dans beaucoup de livres, qu'il n'existe pas de différence entre un personnage féminin et un personnage masculin. Je vais rester dans le parallèle avec le jeu vidéo, qui a tendance aussi à faire ça depuis les années 2000, quand même, j'ai envie de dire. C'est assez rare, maintenant, qu'il y ait un gameplay différent entre un personnage masculin et un personnage féminin. En termes de gameplay, non, effectivement. Tu vois, immédiatement, je pense à Resident Evil, je crois que c'est le 2, où t'as le choix entre jouer Léon et jouer Claire. Et si tu joues Claire, le jeu est plus facile. C'est pas tout à fait la même histoire, mais le jeu est plus facile. Et si tu joues Léon, le jeu est plus difficile, parce que c'est un mec, t'as vu, quoi. Mais je dirais que c'est World of Warcraft quand même qui a bien cristallisé le truc, où tu choisis, peu importe, tu joues un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. Mais je voulais quand même citer le bon élève Mass Effect, j'ai envie de dire. Bon, pas que, bien sûr, mais Mass Effect est quand même assez connu, quoi. Dont le personnage principal peut être masculin ou féminin, et ça impacte rien du tout, à part certaines romances qui sont disponibles ou indisponibles. Et c'est tout. Ouais. Alors, du coup, c'est très bien, les PJ ont un traitement de faveur, visiblement. Malheureusement, pour ce qui est des campagnes ou des univers de jeu, c'est pas encore ça partout. Oui. Parce que des personnages qui n'existeraient pas sans un personnage masculin, il y en a encore des tonnes. Oui. Je parle même pas des histoires qui mettent en scène des agressions sexuelles. D'ailleurs, un petit rappel, on ne fait pas ça en jeu de rôle, jamais, et ailleurs non plus d'ailleurs, on ne le fait pas en fait. Et évidemment, je parlerai encore moins du jeu de rôle Fatal, je l'ai mentionné, c'est déjà lui faire beaucoup d'honneur. À l'inverse, tu vois, on va avoir des jeux comme la 2e édition de Pathfinder, mais même la première, qui vont avoir des personnages, alors en tout cas dans son manuel, pas dans son univers, parce qu'il me semble bien qu'il n'y a pas d'univers dédié à Pathfinder, mais peut-être que je me plante lamentablement. J'ai le manuel du joueur de la V1, donc voilà, ma connaissance est assez limitée. Par contre, au niveau des illustrations sur la V2 de Pathfinder, c'est délicieux. Délicieux, vous tapez Pathfinder 2 illustration, Ouais. Vous allez vous régaler. Je vais juste dire c'est woke. Je le dis de façon positive, bien sûr. Oui, bien sûr. On regarde n'importe quelle illustration, on fait ah ouais, pas mal quand même. Donc, on est dans la bonne direction. Ça, on peut pas dire l'inverse. Et même Donge 5, les illustrations de Donge 5 sont assez bien, quoi. Voilà. Mais il faut continuer encore un petit peu d'avancer, et notamment sur l'utilisation des clichés. Et à cet effet, je renvoie à la brochure militante qui s'appelle « Histo mais pas sexiste », le lien sera en description. Le même collectif militant a fait une autre brochure qui s'appelle « Ni vu ni merci », que j'avais un petit peu partagée quand elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et notons-le bien, ce collectif planche actuellement sur une nouvelle brochure qui devrait paraître l'année prochaine, donc en 2026, qui s'appelle « Histo mais pas raciste ». Mais bon, là, bien sûr, c'est plus histo mais pas sexiste. Alors, c'est dans le monde du GN, mais ça s'étire, je trouve, au jeu de rôle. Et ça propose même des espèces de tests de Bechdel adaptés au scénario, pour voir si donc le truc est sexiste ou pas, et voir les axes d'amélioration. C'est vraiment très très bien fait. Les liens en description, tout ça, comme d'habitude. D'ailleurs, elles font un appel aux dons pour cette nouvelle brochure. J'essaierai de mettre le lien en description, il faudra m'y faire penser. Oui, c'est en même temps, il y a déjà beaucoup de choses à mettre en lien, donc Ouais. Ouais. on fera pas trop de deux pour penser à tout.
Ok, on arrive presque à parler du jeu, parce qu'on n'y est pas encore. Il reste un tout petit, tout petit, c'est ce qui prend le plus de place dans mon script, un tout petit élément que j'ai pas développé. Donc j'ai dit que c'était un jeu OSR, Oui. ou NSR. Va quand même falloir que je développe un petit peu ça. Ça serait pas mal. Bah ouais, parce que sinon ça va être compliqué de parler du jeu sans savoir dans quelle tradition rôliste il s'inscrit. Et donc, en 2 mots non, parce que j'en ai beaucoup plus que ça, mais moi j'ai écrit en 2 mots, parce que je suis gentil et optimiste. En 2 mots, l'OSR, alors c'est un acronyme qui peut recouper un certain nombre de choses. Les plus consensuelles, ce sont Old School Revival ou Old School Renaissance. J'ai toujours vu avec Revival pour le coup. Bah, les deux sont les plus consensuels. Sachez qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a Old School Retro Clone. Il y en a un paquet. Vraiment, j'ai pas tout listé. J'ai fait, il y en a au moins 4 autres que je connais pas. Peu importe ce que recouvre cet acronyme, c'est la même chose, d'accord ? C'est un courant de jeu récent. Je mets des guillemets à récent, puisque les premiers représentants du courant datent de 2007. Mais on va dire que ça a pris pas mal son essor il y a 10 ou 15 ans. Et donc ces jeux-là essayent de recréer un peu les sensations que pouvaient procurer les premières moutures de Donjons et Dragons. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Notamment pour les bébés rôlistes comme moi qui ne savent pas du tout de ce qui leur tourne. Voilà, absolument. Alors, je précise que les définitions sont de moi, je suis allé chercher, il y avait des définitions de 10 points que je trouvais pas forcément pertinentes et tout. Je trouve que ça se perdait un peu en longueur, donc moi c'est en 4 points. Ok, 4 points pour définir l'OSR. En dehors du fait d'avoir une structure classique PJ-MJ. Ok, les grands principes sont les suivants. 1. Toutes les solutions ne sont pas écrites sur la fiche de personnage. Ou si tu préfères, une bonne idée vaut mieux qu'utiliser le système de résolution. Ou si tu préfères encore, on va favoriser le player skill plutôt que le character skill. 2. Les personnages sont très fragiles et peuvent mourir assez brusquement, surtout à bas niveau. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de haut niveau. À niveau 3, c'est déjà élevé. Ça, pour le coup, ce point-là, c'est l'image que j'en ai eue pendant le tour de l'OSR. Et en ce sens-là, la coopération est primordiale, parce que individuellement, c'est impossible de relever les défis. 3e point, souvent, pour pas dire toujours, l'histoire est très secondaire. On envoie les personnages dans des structures donjonesques, et ils ont une quête à y accomplir. Et dernier point, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, l'aléatoire prend une place importante. Il y a des tables pour beaucoup de choses, dont bien souvent la création des personnages, sans doute pour les faire plus rapidement en cas de décès, et même un jet de dés sur ta carac la plus haute, t'as quand même un certain nombre de chances de le rater. Ça, on va dire, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'est l'OSR. Alors je peux citer quelques noms, comme Dungeon Crawl Classics, Blacksword Hack, Morkborg, ou encore Lamentations of the Flame Princess. La liste n'est évidemment pas exhaustive, comme on peut s'en douter. Par exemple, Moss Ritter peut être cité dedans aussi. Je reviens un petit peu sur Dungeon Crawl Classics, et pas seulement parce que c'est les mêmes initiales que Dungeon Crawler Carl, bien sûr, j'en reparlerai dans un autre épisode. Donc DCC a ce site particulier qu'il incarne un petit peu la référence en termes de funnel. Donc funnel, ça veut dire entonnoir dans la langue de M. Pokora. Au départ d'une campagne, dans DCC, chaque joueuse joue simultanément 4 personnages de niveau 0, dans l'espoir que l'un d'eux survive et passe au niveau 1 à la fin du donjon, et là ça va devenir son vrai personnage qui va prendre un vrai métier d'aventurier, des vraies compétences utiles dans un donjon, etc. etc. Qui aura déjà eu une belle vie. Et qui aura déjà vu un certain nombre de ses compatriotes mourir. Parce qu'en fait, au niveau 0, tu joues les habitants d'un village, quoi. Tu peux jouer un fermier, tu peux jouer un collecteur d'impôts, tu peux jouer un croque-mort, tu peux jouer un noble. Voilà, c'est toute une table aléatoire pour avoir le métier de ton personnage. Quand même un élément important sur l'OSR. Les jeux OSR, ce ne sont pas simplement des clones de D&D 1 et 2. C'est bien des jeux récents, avec une vraie réflexion, avec les outils récents, sur ce qui faisait le sel de ces premiers jeux qui étaient très incomplets et les créateurs des jeux OSR ont intelligemment conçu des jeux pour retrouver ces expériences. En prendre le bon, mais en gardant quand même le fait que ce soit un jeu moderne, quoi, en gardant le meilleur des deux mondes, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que si tu joues à Donge 2, moi j'ai fait plusieurs parties de Donge 2, donc tu peux crever en un coup, et c'est pas particulièrement fun. Mais dans DCC, j'ai perdu 8 personnages sur 2 parties. Sur 9, donc.
Et c'est à mourir de rire. Parce que pour incarner 4 personnages différents, moi je m'amuse à leur mettre des accents, leur donner des tics, des machins et tout, j'essaie vraiment d'animer le truc. On se bat entre personnages parce qu'on est 20 à vouloir passer en premier dans un couloir, enfin voilà. Quoi. Ça donne des situations qui sont débiles et tu meurs très bêtement sur des pièges qui sont évidents, quoi. Faut prendre le rythme, quoi. Faut être dans l'état d'esprit, quoi. Bah c'est ça. Et tu vois, DCC, au final, moi je n'ai joué que la partie funnel, je n'ai joué que la partie niveau 0, et j'adore ce jeu pour ça. J'ai un personnage niveau 1, mais je ne l'ai jamais joué depuis qu'il est passé niveau 1. Ouais. Je sais pas si le jeu va continuer à me plaire après. Mais au niveau 0, je trouve ce jeu hilarant. Et donc maintenant, on a bien défriché l'OSR. Oui. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il va être temps de s'adresser rapidement sur le NSR. Donc NSR, c'est New School Revolution. C'est des jeux qui rentrent pas vraiment dans la catégorie OSR, mais qui y ressemblent assez pour les rassembler quand même un petit peu. Voilà. C'est pas vraiment une sous-branche de l'OSR, c'est quelque chose de très proche, voire qui parfois peut se confondre. D'après mes recherches, réseaux sociaux, stalking, tout ça, c'est un terme qui a été imaginé fin 2019 par une blogueuse du pseudonyme de Pandathéiste. J'adore le pseudo. Les éléments, des loups, des pandas. C'est vrai. On a parlé de Black Sad un peu plus haut, hein, donc voilà. C'est pour ça. C'est l'épisode Fury. Et Pandathéiste, donc elle cherchait à regrouper des jeux assez différents comme Mothership, que tu connais, oui. Dungeon World ou Into the Odd, sous une même bannière, parce que elle y voyait des ponts, malgré leurs différences. En gros, sa thèse, c'était de dire, bah ouais, mais en fait, des gens qui jouent à Mothership pourraient aimer Into the Odd, alors que c'est des jeux qui, sur bien des aspects, ne se ressemblent pas. Donc comment ça se fait ? Quel point commun je peux trouver entre ces jeux-là ? Et donc, elle a théorisé la notion de NSR. Ça tient en quelques principes que je vais lister rapidement. Ceux qui me semblent pas très clairs, je vais les développer. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Donc les jeux NSR ont un MJ, ont un cadre atypique et ont un monde vivant. Ce qui veut dire que les personnages sont des protagonistes de cette histoire, mais que le monde ne tourne pas autour d'eux comme s'ils en étaient les héros. Clairement, les héros, c'est pas eux, il y en a d'autres, s'il y en a. Les règles sont légères, les défis sont mortels, et ces jeux mettent l'accent sur la narration émergente et sur l'exploration. Ok. Voilà, c'est tout. Je voulais pas y passer 5 heures. J'ai découvert la notion de NSR en faisant cet épisode. Donc j'ai creusé un petit peu, c'était intéressant. Mais moi j'ai trouvé que Périls et Princesses était peut-être plus OSR que NSR dans son approche. Du coup je bafoue ce qu'en dit son auteur, n'est-ce pas? Mais bon, écoute, c'est comme ça. Ça arrive. Après, je dis pas que le jeu n'est pas NSR, je dis qu'il coche suffisamment les cases de l'OSR pour moi pour ne pas avoir besoin de le rapprocher du NSR. Mais ouais, de spécifier quoi. Voilà, mais tu verras qu'il n'y a rien d'incompatible entre OSR et NSR, hein, effectivement. Oui, bah de prime abord, oui, ça a l'air. Voilà. Mothership n'émule pas l'expérience de Donjons et Dragons, par exemple. Bon, voilà, j'ai suffisamment défriché de choses. Maintenant, on va pouvoir parler de Périls et Princesses. Dans Périls et Princesses, on joue une équipe de princesses dans un donjon. Oui, bon, forcément, là, j'ai débroussaillé avant, donc là, ça va vite. Hein, voilà. On va quand même noter que là, les princesses sont les personnages actifs. Hein, c'est pas les princesses qu'il faut sauver, donc ça a une saveur particulièrement agréable, je trouve, dans un jeu qualifié comme OSR, d'avoir des héroïnes qui sont les princesses. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, dans la mise en bouche, vous avez bien vu qu'elles se laissent pas faire, hein, et c'est pour ça que je disais Rebelle de Disney, à mon avis, pas mal. Ouais. D'ailleurs, j'y pense en parlant. Alors, c'est peut-être que tu l'avais dit, j'ai eu un vide sanitaire, c'est possible, ça m'arrive, surtout en ce moment. Mais est-ce que tu as cité aussi réponse tant qu'on était dans Disney, dans les possibles? Parce que je pense que ça pourrait... Bien sûr. Mais dans la mise en bouche, je le dis, hein, les princesses qui étaient enfermées dans des tours, ou qui avaient des méchants beaux-parents. Ça a failli être dans mes réponses à la question de début. Ah, ça. Ben je comprends bien. Je me suis cantonné à 5 exemples d'œuvres, parce que sinon je peux citer quasiment tous les Disney. Mulan, par exemple, c'est un excellent exemple aussi. Dans Périls et Princesses, les PJ sont appelés des princesses. Je précise quand même que les princesses peuvent être des hommes. Hein. Ça va, reviens, on n'est pas misandre, on a des amis hommes, enfin où tu vas? Une princesse est définie par 3 qualités, qui sont en fait des caractéristiques, et que je vais te traduire immédiatement en termes donjonesques. Donc il y a la détermination, qui est la force et la constitution en fait, la grâce, qui est la dextérité et le charisme, et l'esprit, qui est donc l'intelligence et la sagesse. C'est la sagesse, mais bien sûr. Les qualités sont tirées au hasard, on jette 4d4 pour chacune, dans l'ordre, on a le droit soit d'en relancer une, soit d'en intervertir 2.
une fois qu'on a tout tiré. Et donc 4d4, ça donne une valeur qui est comprise entre 4 et 16, mais vu que c'est des d4, ça tourne plutôt entre 8 et 12 en général. Oui. Si vous avez 13, vous êtes content. Quand on effectue une action risquée, on doit lancer un des 20 et faire inférieur ou égal à sa valeur de qualité, donc c'est ce qu'on appelle du roll under. Et tu vois que un des 20, pour faire 12 ou moins, t'as quand même beaucoup de chances de te planter. Oui. Alors, fort heureusement, les princesses peuvent bénéficier d'un avantage ou d'un désavantage. On jette 2 dés, on garde soit le meilleur, soit le moins bon, bien sûr. Elle peut même être dispensée du jet de dés si les circonstances sont favorables. Je vais pas développer ce que c'est des circonstances favorables. Elle peut être exemptée du jet si un échec n'aurait aucun intérêt narratif, c'est-à-dire si échouer le test, ça n'apporte rien d'intéressant à l'histoire, eh ben, on n'échoue pas en fait. C'est un des principes du jeu, ce que je viens de citer, donc voilà. Et évidemment, on ne jette pas les dés si l'action est impossible. On peut pas soulever une montagne. Ok, donc sur la fiche, je passe l'armure, je passe les points de cœur. Non, je fais une toute petite parenthèse sur les points de cœur. Les points de cœur, c'est pas des points de vie, puisque les blessures, entre guillemets, qu'on subit, ça peut être moral. Ça peut être, on est triste, donc on perd un point de cœur, par exemple. Et j'en viens au plus intéressant. En fait, non, c'est pas vrai, en fait. Juste avant le plus intéressant, il faut que je mentionne la présence d'un inventaire qui est limité par un système de pondération. Alors, il y a rien de faramineux, hein. Un objet ou un ensemble d'objets, puisqu'il y a des objets qu'on peut stacker, ça vaut 1 ou 2 points d'encombrement, et on peut pas porter plus de 2 fois sa valeur de détermination, qu'on rappelle, c'est la force et la constitution, donc voilà. Sachant que, à partir du moment où on dépasse le port de sa valeur de constitution, donc si t'as 11 en constitution, que tu portes 12, t'as un malus. Et tu pourras jamais porter plus de 22. Okay. Mais le fait de gérer un inventaire comme ça, de façon un peu à la dure, c'est très OSR pour la peine. Mais en tout cas, le plus intéressant, c'est le don de la marraine féerique. Puisque chaque princesse a une marraine féerique, et chaque marraine féerique lui donne un don. Évidemment. C'est un équivalent, on va dire, des archétypes de personnages, j'oserais presque dire des classes de personnages, mais on est peut-être un peu plus dans du livret de PBTA, en vrai. Oui, mais l'idée est là. C'est ça, l'idée. Là comme l'autre, d'ailleurs, l'idée est là. Tout à fait. Les dons sont au nombre de 8, et je ne vais pas les lister, parce que même une liste de 8 trucs, ça me saoule. J'en mentionnerai un. Chaque don va apporter des talents, c'est-à-dire des savoir-faire comme navigation ou art de la forge, mais aussi couture ou bien fête. Mais ça, à la rigueur, c'est presque oubliable, puisque un don, ça donne aussi accès à 2 aptitudes innées. C'est, on va dire, des trucs passifs ou la capacité de faire des manœuvres spéciales. Et il n'y a que les personnes qui ont reçu ce don peuvent faire ces manœuvres-là. Par exemple, Alice. Allez, simulation. Hop, jeu de rôle. Si tu avais reçu le don toucher de guérison, j'avais dit que j'en citais un, eh bien, tu serais immunisé aux maladies, tu serais immunisé aux infections, tu serais immunisé au poison. Premier effet qui se coule. Bon, alors du coup, les vampires voudraient sucer ton sang en priorité. Bon, ça, c'est le revers de la médaille. Mais bon, voilà. Et tu aurais un dé de cœur en plus. Et enfin, ton niveau, donc le niveau, ça va de 1 à la création à 4 le maximum, te donne également accès à des pouvoirs qu'on appelle aptitudes spéciales. Donc ouais, du coup, il y a les aptitudes innées et les aptitudes spéciales. Les aptitudes spéciales, ça utilise des dés de dons. T'en as un par niveau, c'est des D6. Et en fait, pour faire appel à un pouvoir, tu choisis combien de dés tu vas utiliser. Tu choisis quel pouvoir tu as, parce qu'au niveau 1, t'as un pouvoir, au niveau 2, t'as un deuxième pouvoir, au niveau 3, t'as un troisième pouvoir, au niveau 4, t'as un quatrième pouvoir. Tu choisis le pouvoir que tu veux, tu dis, je lance 1 dé, ou 2 dés, ou 3 dés, ou 4 dés, sachant que plus tu lances de dés, plus l'effet va être puissant. Ça peut être en termes de distance, en termes d'effet, en termes de gens affectés, etc. Ça dépend. Ah oui, je vois ça, oui. La notion de plus puissant, elle peut être sur plusieurs... Oui, il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs tableaux, on va dire, plusieurs aspects, axes. Quoi. Voilà, exactement. Mais plus tu lances de dés, plus l'effet est puissant. Alors des fois, c'est juste le nombre de dés. Genre, si tu jettes 2 dés, t'affectes 2 personnes. Mais si tu jettes 2 dés, c'est la somme de tes dés qui va dire que tu fais tel effet. Mais si tu jettes qu'un seul dé, voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Sache juste que si tu lances plusieurs dés, si tu fais un double, il y aura une conséquence néfaste. D'accord. Pour chaque don, il y a une table différente de conséquences néfastes pour chaque double. Donc double 1, double 2, double 3, double 4, double 5, double 6. En sachant que, dernier petit élément, en parlant du don et après j'ai fini, si les dés de don, qu'on appelle DD du coup, c'est rigolo. Si les dés de don que tu lances font 1, 2 ou 3, tu les récupères. Oh. Tu pourras les réutiliser. Par contre, si tu as fait 4 ou plus, tu les perds on les met de côté jusqu'à son prochain repos. Alors, jusqu'au prochain repos, ok. Voilà. Intéressant. Donc maintenant, je vais parler très rapidement du côté de la MJ.
Puisqu'en fait, la MJ va essentiellement décrire le décor et prêter attention à ce que font les princesses au niveau de l'exploration. Et là, c'est peut-être là que la dimension NSR se pose. Puisque l'exploration dans le NSR, c'est vraiment de dire tel personnage va à tel endroit, qu'est-ce que tu vois, nanana. La MJ jette quasiment jamais les dés. Il n'y a que 2 moments où elle les lance. C'est quand l'attaque d'un monstre n'a pas été évitée et qu'il faut calculer les dégâts. Donc chaque monstre va avoir un dé que tu lances. Et de temps en temps, si les circonstances s'y prêtent, on lance un dé pour savoir s'il n'y a pas un incident fâcheux. C'est l'équivalent, dans du jeu de rôle plus classique, d'une rencontre aléatoire en fait. Mais c'est plutôt bien fichu, parce que si t'es dans un endroit qui est assez sûr, tu jettes un dé 8. Il n'y a que si tu fais 1 qu'il y a un incident fâcheux. Dans un endroit modérément dangereux, tu jettes un dé 6, et dans un endroit très dangereux, tu jettes un dé 4. Toujours pareil, sur un 1, il se passe quelque chose de néfaste. Oui. Alors, en amont de la partie, la MJ doit absolument avoir un donjon à présenter, parce que sinon ça va être très très compliqué de faire jouer Périls et Princesses. Et tu disais, il y a des scénarios clés en main dans le jeu de rôle que tu vas présenter le mois prochain, là c'est pareil. Le manuel de base propose 2 aventures. La couronne en bois de rose, que j'ai fait jouer en préparation de cet épisode, court mais sympa, et l'évasion sucrée que j'ai lu, qui a l'air sympa aussi. Bon, je dis une évidence, il vaut mieux bien lire et relire son donjon avant de commencer pour gagner en fluidité, mais voilà. Oui. Donc les principes généraux en jeu, j'ai parlé des principes de l'OSR, Périls et Princesses dérogent pas vraiment à cette règle. Puisque, alors la mortalité est quand même moins présente, puisqu'en même temps, le jeu s'adresse à un public de 10 ans et plus, mais le reste est avéré, et même certains trucs sont mentionnés noir sur blanc dans le livre. J'en profite pour dire que le livre est vraiment très beau. 125 pages de règles, et après il y a quelques annexes à la fin, donc on arrive à 128 pages, en noir, rose et blanc, avec une couverture cartonnée, et le titre et le cadre sont en dorure. Très bel objet. Pour avoir vu quelques illustrations, effectivement, ça a l'air assez magnifique. Et encore, je l'ai pas vu en réel. Non. Donc, je cite la section principes fondamentaux qui est vraiment, je crois que c'est page 8 du jeu, pour vous dire à quel point le jeu dit non, mais c'est de l'OSR, on vous explique comment jouer à l'OSR, sinon vous allez peut-être pas passer un bon moment. Donc là, vraiment, je vais faire 2 citations. Première citation. Ce jeu fonctionne mieux lorsque vous faites preuve de bon sens, d'imagination et de collaboration. Alors, par rapport à la collaboration, là, c'est moi qui fais une parenthèse. Faut savoir que, je l'ai dit, si ta qualité haute est à 12, et que tu dois faire un des 20, et que tu dois faire 12 ou moins, t'as quand même une chance sur 3 de te planter lamentablement. Eh bien, sache que tu peux utiliser ta réaction pour soustraire un des 4. En fait, tu prends un de tes dés de cœur et tu l'enlèves, au résultat d'une autre princesse. Ouais. Donc, il y a une mécanique pour rendre le jeu plus facile. Mais je vois. Voilà. C'est bien. Mais C'est bien. qui te prend une ressource qui t'aurait permis de récupérer les points de vie éventuellement à d'autres moments. Donc, Non, voilà, mais ça, c'est pas grave, mais t'as cette option-là, quoi. C'est bien. Exactement. Et donc, ça met vraiment un accès très très net sur la coopération et la collaboration. Oui. Je reviens à ma section principes fondamentaux. Les joueurs et joueuses doivent toujours s'efforcer de trouver des utilisations créatives pour ce qui figure sur leur feuille de personnage et ne pas oublier de regarder au-delà de ce qui est écrit. Le monde est ouvert et il y a toujours une autre option. Parce que typiquement, dans l'OSR, je l'ai dit, il va falloir être plus intelligente que le jeu pour dire « mais si je fais ça, tu vas pas me demander un jet ». Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé en partie. Typiquement, voilà, on devait descendre une corde pour arriver à une cage qui était suspendue dans le vide avec quelqu'un qui était enfermé à l'intérieur qu'on venait sauver. Et là, il y a un enchaînement de jets de dés ratés pour descendre cette corde. Et donc, je crois qu'il y a peut-être 6 ou 7 personnages qui meurent sur 25. C'était pas mal. Et là, moi, je dis, j'ai mon grappin, j'utilise mon grappin. Le MJ m'a dit, ok, Céline, tu fais pas de jet de dés, toi, c'est bon. Par contre, tu me fais un jet de dés pour ouvrir la porte. Bon, là, je l'ai raté, mon personnage est mort. Mais j'avais un autre personnage, et là, j'ai dit, bon, je prends ma lance. C'est un personnage qui avait une lance. Je prends ma lance et je coince la lance sous mes avant-bras pour tenir devant moi la corde, ce qui fait que je vais avoir beaucoup de mal à glisser en fait. Oui. Je tiens la corde pas seulement avec mes mains, pas seulement avec mes pieds, mais aussi avec cette corde que je coince contre mon buste, entre ma lance et mes aisselles quoi, qui vont retenir le truc. Bon, alors là, du coup, le MJ m'a quand même fait faire un jet de dés et j'estime qu'il aurait pas dû le faire. Mais c'est pas grave, François, on t'en veut pas. Mais ça peut être ça peut être non, je vais chanter une chanson pour occuper le mob pendant que les autres se faufilent derrière. Ça peut être des tas de choses comme ça qui sont pas forcément écrites sur les fiches.
Et voilà qui conclut de façon un peu abrupte, j'en conviens, ma présentation de Périls et Princesses. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des remarques? Sur les 2 citations que tu as faites là, sur la fin. Ouais, Mais c'est vraiment un détail, hein, franchement, ça n'a bien sûr. rien, c'est très personnel. Mais je crispe toujours un petit peu, quand on appelle à faire preuve de bon sens. Ça veut Oui, pas dire grand-chose. Enfin, c'était pas trop le bon sens. Mais vraiment, c'est juste un détail. Idéalement, j'aurais dit tout de suite, mais on a enchaîné sur autre chose. Donc oui, je oui, le oui. place là. Non, sinon ça a l'air assez cool. C'est notamment, notable que l'OSR, de loin, de prime abord, du peu que j'en avais, j'étais très hermétique à l'idée. Enfin, moi, ça m'attirait pas. Mais honnêtement, Péril et les Princesses, je m'y tends très bien, tu vois? Eh bah écoute, pas de souci, on essaiera Pour de le se faire une coup, petite partie, carrément. c'est notable. Non, parce que me donner envie de jouer à un jeu qui est appelé bêta, par exemple, c'est pas un défi extraordinaire, tu vois? C'est sûr. Alors que là, bon, ça partait pas, enfin ça partait pas gagnant pour le côté, SR, mais ça partait quand même plutôt bien pour le côté, princesse, quoi. Donc bon, Bah c'est oui, un peu allez, ça forcément. se rattrapait. Alors sache qu'il y a un don qui pourrait te plaire qui s'appelle connexion élémentaire. Mmh. Choisissez un élément avec lequel vous avez une relation profonde. Il peut s'agir d'un élément classique qui est le feu, la terre, l'air ou l'eau, ou d'un élément plus fantaisiste comme les bonbons, les livres ou les fleurs. Oh! C'est très intéressant ça. Et tes aptitudes innées, bah, tu peux parler à ton élément. Mmh. Et tu résistes à cet élément. Tous les dommages ou afflictions que vous subissez et qui sont causés par cet élément sont réduits de moitié. Et au niveau 4, donc au niveau ultime, tu deviens totalement immunisé contre ce type de dommages. Ah, effectivement, ça me parle. Je ne te lis pas les aptitudes spéciales, bien sûr, mais voilà, c'était pour te hyper. Ouais. Ok, eh bien nous avons une question de la FAQ à laquelle j'ai Ouais, proposé un petit addendum, on va dire. oui. Donc, nous avons une question de Ptiquet qui nous demande quel est le jeu auquel vous avez le plus joué? Ouais, qui est une question. Et est-ce que tu mets la donne tout maintenant ou? Non, on va déjà répondre à cette question de base et après je ferai la à moins que ça ne convienne pas à ce que tu as préparé. Ah non, non, pas du tout. Non, ça va, fonctionne très bien comme ça. Non, parce que pour expliquer un petit peu, donc, comme à chaque fois, c'est la personne qui prépare pas l'épisode qui sélectionne la question. Oui. Pour situer. Donc, j'avais sélectionné cette question, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que tu m'as fait la remarque qui est plutôt pertinente que bah, la réponse est assez rapide. C'est assez rapide. Voilà, c'est Donjons et Dragons, quoi, pour le coup. Ouais. Et au début, je me suis dit, j'ai eu un doute, je me dis peut-être qu'il y a autre chose, mais non, en fait, c'est clairement le jeu que j'ai pu jouer. Même moi qui n'ai pas commencé spécialement par ça, qui n'a pas eu cette tradition-là, ça reste le jeu que j'ai pu jouer actuellement d'assez loin. Bah, suivi après par Shadowrun et Tales from the Loop. Enfin, Tales of the Loop, c'est Shadowrun. Mhm. Mais ça reste Donjons. Héros et Dragons, techniquement. Ouais, c'est donc. Mais c'est Donjons, voilà, qui a été le plus joué. Il me semble que c'est ton cas aussi, mais je suis pas Bah sûr. oui, moi, comme je te Voilà. l'avais dit, la question elle est vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En tant que joueuse, c'est Donjons et Dragons et ses divers dérivés, hein, Pathfinder, Héros et Dragons, machin de bidule. J'attends toujours de jouer à Brancalonia. Docteur Guillotin, si tu passes par là, sache-le. En tant que meneuse, par contre, ça va être l'appel de Cthulhu. Alors, tout jeu de rôle confondu, hein, c'est-à-dire Cthulhu Dark, Delta Green RPG, voilà, tout. Ok, tout l'appel de Cthulhu. Et je pense que Patient 13 et globalement le Innoverse doivent arriver juste derrière. Personnellement, c'est vrai que si on fait cet ensemble Call of Cthulhu, Cthulhu Dark et Delta Green, alors pas tous, mais j'ai quasiment eu en MJ que sur ces systèmes-là d'ailleurs, personnellement. Bah, d'abord D&D. À quelques rares exceptions près, mais oui, mais ça a pas été beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en quand termes de même, nombre. quoi. On a joué un petit moment. Vu que Cthulhu Dark, à chaque fois c'était des one shot, du coup j'ai l'impression que ça a été des tonnes et des tonnes, mais c'est vrai que c'était des tonnes d'histoires différentes, mais c'est vrai qu'en vrai ça faisait pas tant que ça. Bah. C'est vrai. Et donc, moi, je trouvais que ça allait aller assez vite comme question, donc je rajoute la question suivante. Petite question supplémentaire, donc, que je trouve intéressante et qu'on nous a pas posée, je crois. Voilà. On nous pose tellement de questions, on n'arrive plus à suivre. À quel jeu avez-vous très envie de jouer, mais auquel vous n'avez jamais joué ou fait jouer? C'est assez drôle pour moi la réponse parce que le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer, mais que je n'ai pas encore joué, c'est un jeu où j'ai pour le coup été meneuse. Et à l'inverse, le jeu que j'aimerais le plus mener, mais que j'ai pas encore mené, j'y ai quand même déjà joué en tant que joueuse. D'accord, c'est intéressant. C'est assez drôle. Je vais commencer par le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer. En l'occurrence, c'est Sigmata, The Signal Kill Fascist.
que Ah oui. j'ai masterisé pour le coup, mais que j'ai encore jamais joué. Et franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien continuer de le masteriser aussi, pour le coup, mais voilà. Dans mode jamais joué, il y a Sigmata. Clairement le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer. Ouais. Et à l'inverse, alors là c'est un peu particulier. C'est pas tant que c'est le jeu que j'ai le plus envie de masteriser, enfin que j'ai le plus envie de faire jouer, encore que j'ai beaucoup envie de le faire jouer, mais c'est surtout celui qui me semble le plus lointain parce que c'est celui qui m'intimide le plus Ok. en termes de narration, d'écriture. C'est Monster Hearts. Ah oui. Les très rares parties que j'ai jouées en tant que joueuse, je les ai adorées, mais à chaque fois, je commençais les parties ultra stressées parce que je suis pas dans j'adore ce jeu, mais je suis pas dans je suis très, très, très loin de ma zone de confort quand je joue à ce jeu-là et donc j'aimerais bien le faire jouer, mais alors du coup, j'imagine bien que ça m'intimide très grandement de diriger une partie de Monster Hearts. Mais du coup, j'aimerais bien faire jouer de Monster Hearts et surtout sur de la campagne parce que même en tant que joueuse, je n'ai joué qu'en one shot et en campagne, c'est très intéressant aussi. Voilà. Mais comme en face, pour beaucoup de PBTA, la plupart des PBTA fonctionnent très très bien en one shot et la plupart des gens jouent en one shot parce qu'on n'a pas le temps de jouer à tout. Mais ça serait tellement bien en campagne. Cette phrase s'applique à beaucoup de PBTA. Je suis d'accord. Sauf Escape from Dino Island qui est très bien en format court. Oui. On rappellera bien. On ne le dira jamais assez. Et toi, du coup? Alors, pour ma part, ça va se jouer, je pense. Alors, je me suis cantonné à ma bibliothèque physique. Mhm. Bon, à une exception notable, mais parce que je l'ai suffisamment mentionné ici et ailleurs pour être obligé de le citer là. Mais j'ai essayé de me cantonner à ma bibliothèque physique, sinon j'ai vraiment 1 milliard de trucs. Donc voilà, ce serait très compliqué. Bon, j'ai envie de jouer à toute ma bibliothèque déjà, mais ceux auxquels j'ai très envie de jouer, je dirais que ça va se jouer entre Within, qui a l'air fabuleux, entre La Laverie, peut-être Spire aussi, j'avais commencé à le lire, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça c'est pour les éléments physiques, et pour ceux que je n'ai pas en physique, c'est Passion de las Passiones, bien entendu, depuis le temps que j'en parle. Bien sûr. Et évidemment, j'ai très très hâte de faire jouer mon fils à Trouilleville, mais c'est donné à partir de 7 ans, et ben pour l'instant il n'a que 5 ans. Donc forcément, on est un petit peu restreint. Après, il y a, si tu as terminé, j'ai éventuellement un petit addendum, bien sûr, parce que vous me connaissez, j'ai toujours des addendums à faire. Bien sûr. Un petit peu particulier. Il y a un autre jeu que j'ai vraiment envie de jouer, pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais c'est une réponse un peu particulière, vu que le jeu n'est pas encore sorti. C'est 2 Adelphes. Eh oui. Mais voilà, c'est un peu particulier, parce que nécessairement le jeu est pas. Bien sûr. Après, ça n'empêche pas d'y jouer. Je sais pas si ça marcherait bien en table virtuelle. Je pense que c'est mieux d'être physiquement présent. Oui. Après, c'est comme ça fait partie de ces jeux qui sont très forts à jouer en présentiel, mais qui sont adaptables en. Ah oui, le rendre jouable en numérique, c'est vraiment pas compliqué techniquement. C'est pas Ten Candles. C'est ça. Je pense qu'on passerait à côté d'une partie de l'expérience. J'allais citer Ten Candles pour le coup, dans le genre où, pour moi, c'est comme Ten Candles sur le côté. Quand bien même tu arriverais à le faire jouer numériquement, c'est quand même autre chose de le jouer en présentiel, quoi. Non, mais vraiment pas pour les mêmes raisons. Ah non, mais bien sûr. Mais tu vois. Après, en vrai, je pense qu'on pourrait imaginer un coup de téléphone, tu vois. Au lieu de se rencontrer en physique, c'est un coup de téléphone. Et donc, mettre ce contexte-là en virtuel, il va falloir que je réfléchisse à ça. ou alors, par un jeu de webcam, faire comme si c'était présentiel, tu vois, éventuellement. Mais oui, la variante appel téléphonique, il y a du potentiel. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux l'intégrer dans la diégèse, parce que juste essayer de trouver des artifices pour dire on n'est pas en face et tout. Parce que, non pas que le jeu ait une vocation d'être très physique ou quoi que ce soit, je pense que vraiment d'avoir physiquement la personne en face à qui tu poses une question et potentiellement qui n'y répond pas, ou qui répond de façon très insatisfaisante, voilà. Je pense que ça fait partie de ces jeux qui ont un gros potentiel vraiment de théâtre, tu vois, de reprendre les racines théâtrales du jeu de rôle. Oui, complètement. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé dans la table qu'on a en commun de galérer à décrire les mimiques de mes personnages. Ouais, c'est dur. À un moment, je vais juste allumer ma webcam et ça va être réglé, mais c'est chiant parce que j'ai pas la lumière pas loin. Mais enfin bref, autre débat. Mais voilà. Mais effectivement, pour 2 Adèles, je pense que c'est ça. Et pour le coup, effectivement, d'avoir cette variante téléphonique peut jouer parce que même une fois que tu es dans le personnage, on parle pas des choses de la même manière quand tu es justement présentiel ou pas. Oui. Quand tu es en face de quelqu'un ou pas. Ouais. Il faut que j'y réfléchisse parce que
Moi, c'est un jeu que je veux en convergence. Mhm. Et donc, le fait d'avoir la personne en face pour moi est importante. Mais si on déplace le truc en disant c'est un appel téléphonique, on est toujours en convergence, du coup. Oui, totalement. Cette conception de jeux vidéo en direct, voilà. Et pas de On jeux vidéo, de jeux de enregistrait, rôle, mais oui. Voilà. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est à minuit 6 connaissent les bonnes idées, comme on dit. Voilà. Est-ce que tu as un petit teasing à faire, peut-être? Oui, improvisé, parce que je l'ai pas préparé, mais c'est assez facile à trouver pour le coup, parce que malgré le fait que j'y sois pas encore parti, je sais quelle est ma destination. Pour le prochain, je sais où je vous emmène. Le mois prochain, je vais vous emmener sur des plages de sable fin, de sable blanc, mais je vous conseille quand même d'apporter votre masque à gaz parce que l'air y est assez difficilement respirable. Ok. Eh ben, écoute, super. Les teasers dans la catégorie si tu connais le jeu de rôle, à la moitié t'avais déjà compris, et Oui, si tu le oui. connais pas, de toute façon ça va absolument pas t'aider. Absolument. Moi, je connaissais que le nom du jeu, et comme d'habitude, je vais m'en tenir à ça et ne pas faire de recherche. Réseaux sociaux, stalking, tout ça. Ok, bon, moi je vous rappelle, parce que je n'ai pas suffisamment dit pendant l'épisode, que nous avons un Discord dont le lien est dans la description. Vous pouvez nous y rejoindre, nous poser des questions, nous objecter des choses, nous dire non, mais vous n'avez pas parlé de ma princesse préférée. Eh bien, on sera ravis d'en parler avec vous. Venez d'ailleurs, puisqu'on parlait de Périls et Princesses, il y a eu un petit jeu très très amusant ce mois-ci pour essayer de deviner le jeu, entre guillemets. C'est que, je crois que c'est Sandrone qui avait dit, ah oui, c'est comme D&D, mais pas avec les mêmes lettres. Et donc, on a décliné tout l'alphabet en répétition, donc de lettres, pour donner quelque chose qui pouvait correspondre avec les indices qu'on envoie dès le 12, je crois. Les petites émoticônes pour donner l'indice du jeu. Ça a été assez rigolo de faire ce petit jeu. Ça a été collaboratif. J'ai fait une très grosse partie du boulot parce que ça m'amusait beaucoup de le faire. Mais fort heureusement, j'ai eu de l'aide. Je vous rappelle également qu'on est sur Blue Sky, dbdle.bsky.social, c'est nous. Et je vous laisse avec, pour une fois, une musique de jeu vidéo, parce que tu m'as piqué la primauté des épisodes sur Romaric Briand, alors je te pique ta marque de fabrique musicale, c'est tout, c'est comme ça. Eh oui. Bisous, bisous. Dis-moi. きらめく星空は夢のまにまに漂ってる私へと語りかける
Et donc, je vais te parler aujourd'hui de... Ta-ta-ta. Putain, merde, on dirait Renaud. Ah Ça non, marche mais pas du totalement. Là, c'était wow. Toujours vivant, toujours debout, coronavirus. Quel enfer. Ne regardez pas le clip Corona Song, s'il vous plaît. Si vous avez aimé Renaud à un moment, ne faites pas ça. Peut-être permettre d'extérioriser peut-être le. Ah non, mais c'est pitoyable. Enfin, bon, tu verras peut-être si tu veux, mais c'est...